et à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire de la Fabrique de l'exportation. Avec nous ce soir, Stefano Valdemarin, qui va nous parler du réseau. Alors, le réseau, vaste sujet. Je dirais que tout le monde est convaincu que c'est important, mais personne ne sait exactement dans quelle réalité ça recouvre. Peu de personnes maîtrisent son développement, son animation et surtout son atteinte de cibles stratégiques, de contacts qui peuvent vraiment nous développer et nous porter à l'international. Pour ma part, j'ai fait une thèse qui a fortement mobilisé le réseau, mais quand j'ai découvert ce que Stefano allait nous présenter ce soir, j'ai vu qu'il y avait vraiment de nombreux aspects et des problématiques à côté desquelles j'étais passé. Je suis très impatient de découvrir la manière dont il va les traiter. Alors, Stefano Valdemarin est enseignant-chercheur pour l'ESCA, qui possède 8 campus dans le monde. Stefano est à celui de Lyon. Il est italien, comme son nom l'indique. Il est passé par l'université de Turin. Il a fait sa thèse de doctorat à l'IAE de Lyon, sous la direction d'Ulrike Mayhofer. Il a pu, comme moi, bénéficier de sa rigueur et de son exigence pour une vision la plus large possible de la littérature sur le sujet. Ses travaux ont été salués par le prix du test d'Atlas à FMI. Il est membre également de certaines associations italiennes. Stefano, je pense que tu confirmeras, notamment l'association de géographie économique. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant que ce soit un Italien qui vienne nous parler du sujet du réseau, parce que je pense que pour eux, c'est quelque chose d'assez automatique et d'assez évident que de faire appel au réseau quand on a une problématique à régler. Voilà. Partant de là, il s'est intéressé au sujet de Only Lyon. Alors, Only Lyon est un réseau marketing territorial, d'après la description qu'en fait le site corporate, disons, dont le but est de faire rayonner la métropole de Lyon. Et il s'appuie sur des ambassadeurs, jusqu'à 6000 ambassadeurs dans le monde. J'ai été surpris de trouver ce chiffre, quand même considérable. Voilà, donc je pense que tu comptes en partie mentionner certains exemples, certains cas issus de ce réseau de Only Lyon. Nous sommes très heureux de te recevoir. Je te tutoie parce qu'on s'est côtoyé assez souvent et je te laisse la parole. Bonne présentation, Stefano. Merci beaucoup, Jean-Christophe, pour cette présentation qui est très flatteuse aussi. Justement, on s'était connus avec Jean-Christophe pendant notre thèse et on reste à des relations. Je suis très content d'avoir été présenté par lui, par Stéphane Bollet, par l'équipe aujourd'hui de la Fabrique de l'exportation. Je vais vous partager mon écran. J'ai effectivement préparé une présentation. Vous me direz si vous le voyez bien. Normalement, ça devrait être le cas. Oui, c'est bon, c'est super. Donc, là, les plus chanceux auront leur image à côté de la présentation et c'est normal parce qu'il y a justement Zoom qui est activé. Donc, cette présentation aujourd'hui, effectivement, c'est sur les réseaux avec une cible précise, les entreprises qui ont besoin de décoller à l'international et qui se trouvent à faire face à des problématiques réseau, des problématiques très concrètes pendant toutes les phases de l'internationalisation, pendant qu'une entreprise cherche à rentrer sur un nouveau marché, pendant qu'une entreprise cherche à s'étendre avec une filiale, par exemple, à l'étranger. Donc, Jean-Christophe a bien dit qu'en Italie, effectivement, la thématique réseau est plutôt intéressante. Et c'est vrai, peut-être c'est quelque chose d'automatique. Moi, j'ai découvert le réseau en France, par contre, justement grâce à des réseaux comme la Fabrique de l'exportation, par exemple. Celui-ci est un réseau, mais il y en a d'autres. Jean-Christophe a mentionné Only Lyon et bien d'autres encore. Mais on verra justement à quoi ça sert le réseau. Donc, aujourd'hui, pour cette présentation, je voulais partir de la perspective d'un entrepreneur français, une entreprise française qui se trouve à faire face à l'international, qui s'interroge dans quel marché elle pourrait rentrer, dans quel pays elle pourrait implanter une filiale, peut-être s'il s'agit de sourcer des matières premières, etc. Et donc, elle se tourne peut-être vers les premiers partenaires import-export de la France, qui sont justement les États-Unis, l'Italie et l'Allemagne. Donc, vu comme ça, quel sera le pays dans lequel l'entrepreneur français se tournera? Mais on peut difficilement savoir. Il y aura des gens qui diront, mais pourquoi pas les États-Unis? Plus qu'un pays, c'est plus grand que l'Union européenne, il va y avoir plein de clients. Il y en aura d'autres qui, par la proximité géographique, évoqueront l'intérêt d'aller en Italie, ou bien il y en a d'autres encore qui diront,
Pourquoi pas l'Allemagne si on doit produire des produits justement de pointe? Là aussi, ils sont très compétents. Mais dans cette image, si je ne vous donne pas plus d'éléments que ça, on a du mal à comprendre dans quel pays l'entreprise cherchera à s'implanter. Si je vous rajoute ça, des contacts dans un pays, au hasard, totalement, parce que, comme je dis, je suis italien, donc il faut un petit peu, mais ça pourrait être partout, dans les États-Unis, en Chine, partout. Voilà. Là, on n'a plus de doute. On sait que l'entreprise s'intéressera au pays dans lequel il a déjà quelques contacts. Ça peut être des contacts avec des liens faibles, ça peut être un client qu'on a démarché une fois sur un salon, ça peut être un fournisseur qu'on a rencontré une fois, ça peut être quelqu'un, un ancien de l'entreprise qui a fondé sa propre boîte dans l'autre pays. Bref, dès qu'on a des contacts, on sait que les entreprises se tournent vers ce pays. Et pour quelle raison ça? Mais simplement parce qu'elles savent qu'ils auront moins de mal à rentrer dans les réseaux locaux. Parce que la plus grosse difficulté qu'une entreprise se trouve à faire face quand elle rentre dans un pays étranger, c'est justement cette faiblesse, ce manque de réseau à l'international. Manque de réseau, ça peut justement concerner la clientèle, ça peut concerner les fournisseurs, mais ça peut concerner aussi les acteurs institutionnels, les États, la région, la métropole dans laquelle l'entreprise s'implante, avec lesquels justement il faut avoir des partenariats stratégiques ou une chambre de commerce. Bref, difficilement une entreprise arrive à créer un réseau dans un pays étranger parce qu'il y a ce désavantage. Tandis que s'il y a déjà quelques contacts, quelques portes d'entrée, ça sera plus simple. Donc là, on doit s'interroger sur l'importance du réseau. Où est-ce qu'il va quand on doit le catégoriser? Donc, si on doit dire quelle sorte de capital est ce capital réseau de l'entreprise. La littérature, normalement, nous parle d'un capital financier. On sait tous qu'il y a, dans des exemples, voilà, de l'argent qu'on a dans des réserves, dans la banque, on peut faire de la dette. Voilà, on a besoin d'argent pour partir à l'international, on a besoin d'argent pour étendre l'activité de l'entreprise. Et on a aussi besoin d'autre chose, d'un capital humain, des employés. Des gens qui savent ce qu'ils font et qui ont des compétences spécifiques, des capacités qu'ils ont développées tout au long de leur carrière et qui vont réaliser les produits de l'entreprise. Ça, c'est la vision classique de l'entreprise où on a deux types de capital qui ont des caractéristiques communes. Tout d'abord, ils sont détenus par des acteurs individuels. L'entreprise, soit elle a de l'argent, soit elle ne l'a pas. Dès qu'elle le dépense, l'argent est sorti, on ne l'a plus. Même chose avec un employé clé. Soit il est là, soit il n'est pas là. Dès qu'il s'est licencié, il est parti chez un concurrent, on sait bien qu'il va apporter des connaissances qu'il a appris chez nous, chez le concurrent. Et surtout, c'est des outils d'investissement. On investit de l'argent pour construire, je sais pas, une nouvelle usine, pour produire quelque chose, et on fait travailler des heures des employés pour faire ça. Soit ils font ça, soit ils font autre chose. Ça, c'est les caractéristiques communes. Mais il y a une troisième forme de capital, et c'est là qu'on revient sur le réseau, qui est le capital social. Le capital social marche d'une façon totalement différente. Il représente les relations qu'on a avec toutes sortes d'acteurs, en interne et en externe. Donc, ça peut être des clients, des fournisseurs, justement, des acteurs politiques, des anciens collègues pour les individus, pourquoi pas, des anciens employés. Il marche d'une façon différente parce que il n'y a personne qui peut dire « je détiens une relation ». Il n'y a pas une seule personne qui peut dire ça. Personne ne la possède, cette relation. La relation est toujours partagée par deux acteurs. Donc, soit il y a les deux acteurs qui sont d'accord sur le fait qu'il y a une relation qui peut être bonne, mauvaise, qui marche plutôt bien ou plutôt mal selon le cas, avec un lien fort, un lien faible, un lien récurrent, soit elle n'y est pas. Mais dans ce cas, il n'y a pas un seul acteur qui détient la relation, il y en a deux. Deux acteurs qui partagent plutôt une relation. Et l'autre élément du capital social qui est plutôt intéressant, c'est que le capital social concerne le taux de retour d'un investissement. Donc, si le capital humain et financier sont les investissements, ce qu'il faut mettre là-dedans, imaginez une entreprise qui a investi pour produire, c'est génial, mais il n'y a pas de clients. Elle ne peut pas multiplier cet investissement pour le nombre de clients. Il ne peut pas, même en économie à la base, la courbe de la demande, de l'offre, il y a quelque chose qui manque, c'est l'offre. Ou la demande, selon le cas, quand il nous manque ce taux de retour. Donc, c'est quelque chose de vital. Effectivement, ça concerne vraiment la nature profonde de l'entreprise.
Pourquoi donc une entreprise devrait faire du réseau? Ben, effectivement, dans l'exemple qu'on a vu, l'entreprise française qui rentre en relation avec l'acteur en Italie, ben, elle a la possibilité d'obtenir des informations, des contacts ou détecter des opportunités à travers cet acteur. Ça peut être justement, même un concurrent peut nous aider à détecter des opportunités, mais je ne vous dis même pas un client, avec les opportunités de synergie, un fournisseur, un acteur institutionnel, une chambre de commerce. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui passe à travers la relation. À ce moment, on a compris que le réseau est important, mais on ne sait pas exactement encore de quoi on parle. Effectivement, moi, quand je me présente aussi, je dis que je travaille sur les réseaux. Bon, aujourd'hui, j'étais très bien introduit par Jean-Christophe qui a bien expliqué qu'est-ce que je fais, mais la majorité des gens pensent que je travaille avec Internet. Bon, comme tout le monde d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que c'est ce réseau? Quels sont ces éléments fondamentaux? En plus, quel est le rôle de ce réseau, notamment pour les entreprises, et quel rôle jouent les individus dans ce réseau, notamment? Et finalement, comment une entreprise peut bien faire fonctionner ces réseaux dans tous les challenges du management international, notamment surtout dans l'expansion internationale de l'entreprise elle-même. Donc, on va tout d'abord partir sur la première question. Qu'est-ce que c'est un réseau? Quels sont ses éléments fondamentaux? Et après, on va revenir sur les autres points. Nous avons tous en tête une idée de ce que c'est le réseau. Nous savons tous que, on sait tous faire, entre guillemets, fonctionner notre réseau au niveau personnel. Une définition plutôt ancienne, mais qui est quand même assez intéressante, c'est un ensemble de connexions avec des acteurs, enfin, entre plusieurs acteurs qui, justement, ne possèdent pas cette connexion, mais qui la partagent. Donc, qui sont en relation les uns avec les autres. Par contre, dans cette définition, manque quelque chose. Manque comment le réseau se structure et comment le réseau est régulé. C'est pour ça que, en tant que aussi professeur ici à l'ESCA, je donne un cours de stratégie de réseautage. Effectivement, dans mon cours de stratégie de réseautage ou aussi dans les autres formations que je fais, soit à l'extérieur, soit en formation continue, soit dans les MBA, je fais construire des réseaux à mes étudiants ou aux gens que je forme. Bon, même avec le Covid, on arrive à le faire. Et bien sûr, on dit souvent que les Italiens n'arrivent pas à faire course en pâtes. Effectivement, j'utilise des pâtes, des chamallows. J'aide les gens à façonner un réseau pour voir à quoi ça ressemble. Et en faisant ça, les gens se rendent compte que le réseau, c'est quelque chose de très concret. Ça ne suffit pas seulement de mettre un lien entre plusieurs acteurs, mais ces liens doivent former une structure qui doit se tenir en quelque sorte, qui doit être stable, qui doit fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, ça s'écroule, le réseau lui-même. Et donc, les connexions, elles vont sauter, les acteurs vont se disperser. Donc, c'est difficile d'animer un réseau, c'est difficile de garder, de soigner un réseau pour une entreprise. Là, on va revenir sur la partie un petit peu plus académique. Justement, on a vu qu'il y a des acteurs, c'est ce que j'ai appelé les nœuds dans le réseau, qui sont connectés entre eux par des liens, des relations. Tout ça forme des structures qui peuvent être plus ou moins flexible, qui peut être plus ou moins souple. Et cela est aussi, comment dire, est aussi donné du fait qu'il y a des propriétés opérationnelles dans un réseau. Dans un réseau, on ne peut pas se porter n'importe comment. Le réseau fonctionne avec des règles très précises et il faut, pour les faire fonctionner, justement les connaître, à savoir, on sait que quand, par exemple, un président, ici, M. Macron parle à la nation, il arrive en costard-cravate. On s'attend à ça. S'il arrivait plutôt en tenue de plage, on se dirait, oula, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais ça, c'est exactement un exemple de propriété opérationnelle. Donc, les deux premiers éléments, on a vu. Donc, les acteurs, qui peuvent être des entreprises, mais aussi des individus. Ça peut être des pays, si on regarde les réseaux à niveau géopolitique, des relations entre les pays. Il y a aussi justement ces liens qui peuvent être bons ou mauvais, forts ou faibles. Il y a toute une littérature pour ça. Et les structures qui peuvent être justement formelles, informelles. Les propriétés opérationnelles qui sont justement les règles du jeu de ces réseaux. Pour revenir sur les troisième et le quatrième éléments, ça c'est un exemple de structure. Ça peut être une structure hiérarchique au sein d'une entreprise dans laquelle le patron, lui, il va parler avec deux managers qui vont parler à leurs équipes. Ça peut être un réseau dans lequel tout le monde est connecté. Il y a même quelques personnes qui ont des liens plus forts avec les autres et qui peuvent fonctionner bien avec les autres. Ou ça peut être un réseau dans lequel il n'y a pas trop d'organisation, mais ça se tient quand même. C'est à niveau de votre expérience, c'est un réseau d'amis dans lequel
tout le monde se connaît, mais on ne sait pas exactement cerner les différents types de relations. Il n'y a pas une hiérarchie. Le réseau est souple, il est flexible, et c'est bien que ça marche comme ça. Donc, bon, j'ai mis l'exemple de la petite pyramide parce que quand même, c'est une première définition de structuration d'une société, donc des relations au sein d'une société. Et là, c'est un autre exemple concernant les propriétés opérationnelles. Plutôt que de vous donner une définition comme je l'ai fait avant, là, je vais revenir sur qu'est-ce que vous aurez fait si je vous ai dit que dans des moments d'agrégation, de rassemblement, où il y avait un événement social, il fallait porter un masque. Ben, quand je demande ça à mes étudiants, avant 2020, ils m'auraient dit un masque, ça veut dire on arrive masqué. Masqué comme ça. Ce n'est pas vraiment le masque FFP2 qu'aujourd'hui on doit tous porter parce que ça, c'est quelque chose qu'on a appris après. C'est quelque chose qui ne faisait pas partie de notre culture, ça ne faisait pas partie des règles du jeu. Autrefois, quand on disait on vous invite à un événement social, vous portez le masque, ben, c'était plutôt Belvédère. Voilà. Là, on revient sur les rôles de réseau. On a compris quels sont ces éléments. Alors, pourquoi ils sont si importants pour les individus et pour les entreprises? Et voilà, quels sont leurs rôles, les différents rôles pour les individus et les entreprises. À niveau individuel, on sait tous qu'on a un réseau et on a besoin de fonctionner en réseau. Est-ce qu'on est capable de survivre sans établir des relations avec les autres? Oui. Oui, on a tous connu voilà, des romans comme Robinson Crusoe, etc. C'est difficile, c'est juste très difficile. Pour quelle raison? Parce que nous, on a l'habitude de développer des relations pour atteindre des objectifs. Justement, ça peut être des objectifs plutôt dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle. Et même Johnson et Valnet, qui sont deux grands auteurs en management international, disent que tout ce qui se passe, ça se passe dans le contexte d'une relation. Ils disent ça en relation aux entreprises, mais en face aux individus, ça marche aussi et ça marche même mieux. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce réseau? Quelles sont les opportunités, par exemple, qu'on peut développer? Mais pensez à comment vous avez connu, vous avez su qu'il y avait ce séminaire, ce webinaire. Pourquoi vous êtes là? Vous êtes là aujourd'hui parce qu'effectivement, vous avez reçu une invitation ou vous avez eu ça sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait partie de votre réseau et ça vient de votre réseau, l'invitation et votre présence ici aujourd'hui. Même chose, comment vous avez su qu'il y avait un poste qui se libérait quelque part et donc vous avez trouvé votre poste? Vous avez sûrement utilisé, soit c'est un collègue qui vous a dit, mais plutôt il y a des gens qui regardent sur Indeed ou sur LinkedIn, voilà. Vous avez utilisé un réseau plus ou moins vaste, plus ou moins proche, avec des liens plus ou moins forts pour trouver votre travail. Mais encore, si on passe vers la vie personnelle, comment vous avez connu vos amis ou votre copain, copine, mari, femme, ou n'importe qui d'autre? Ah, c'était à la salle de sport, c'est pas un réseau, ça. Ah oui, vous fréquentez le même lieu, vous avez quelque chose en commun et vous connaissez les gens qui sont à la salle de sport. Alors, c'était plutôt à l'université. Eh bien oui, l'université, c'est un réseau. Il y avait des gens avant qui se parlaient via, se saluaient avant le départ du webinaire. C'est ça, à travers la fabrique de l'exportation, on a la possibilité de se connaître et d'établir des liens, de les cultiver au fur et à mesure, de faire en sorte que ça continue à marcher. Et justement, après, plutôt qu'avoir que des questions, j'espère que vous allez faire un peu de réseautage en conclusion de ce séminaire. Oui, le dernier point, c'est justement que les individus ont une capacité naturelle à développer des relations. C'est quelque chose qu'on nous apprend quand on est très petit. Parce que, on est souvent défini dans la littérature comme des entrepreneurs du réseau. Dans le sens qu'on est des entrepreneurs dans le vrai sens. On collecte de l'information, on détecte des opportunités, on les saisit dans notre réseau relationnel. Nous, à niveau professionnel, à niveau business, à niveau personnel. Et là, c'est un slide qu'on avait labellisé le slide difficile, mais je vais l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Si vous regardez, là, c'est une représentation d'un réseau, bon, seulement d'une partie d'un réseau, effectivement. Il y a deux individus clés qu'on a mis en avant, l'individu qu'on a labellisé A et l'individu qu'on appelle B, et d'autres individus qu'on ne considère pas clés en ce moment parce qu'on se concentre sur les deux, qui sont représentés par les points verts. Alors, ces deux individus ont plusieurs points en commun, mais ils ont aussi des grosses différences. Tout d'abord, on arrive tous à comprendre que A a une position plus centrale dans le réseau, mais on ne saurait pas l'expliquer parce que si on compte bien le nombre de relations de A, c'est le même nombre de relations que les relations qu'il y a B. Donc, à parité de quantité de relations, qu'est-ce qui fait la différence? La qualité peut-être,
Non, parce que, bon, en faisant le dessin, je fais en sorte que l'épaisseur des traits qui montrent si le lien est très fort ou plutôt faible, j'ai fait en sorte qu'ils aient la même qualité de relation. Et pourtant, on sait tous que A a quelque chose en plus que B. Je vous dirais une chose. B, c'est quelque chose qu'on peut appeler un personnage clé au sein d'un groupe, au sein d'un réseau spécifique qui est le réseau numéro 3. Voilà. Il arrive à connaître grosso modo tout le monde, soit directement, à travers ces liens, soit indirectement, en faisant juste un petit passage parmi un acteur intermédiaire. Donc lui, il a une position probablement prominente, il peut être un leader du groupe, il peut être un influenceur, comme c'est la mode de dire aujourd'hui, au sein du groupe. Tandis que A, il ne fait pas partie d'un réseau spécifique, ni de 1, ni de 2, ni de 3, mais il a une position centrale. Lui, il n'a pas une position centrale dans son réseau, mais il a une position centrale parmi les réseaux. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est connecté avec le réseau numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et il est le seul pont de passage d'informations entre 1 et 3. Entre 2 et 1, il y a un petit lien faible, mais bon, c'est plutôt A qui joue le rôle de celui qui met en relation les personnes et qui peuvent partager des opportunités. Sa position est centrale, pas au sein d'un réseau, mais au sein des réseaux, pour une raison spécifique. Il peut saisir des opportunités et collecter des informations au sein de plusieurs groupes, tandis que B, il est cloisonné dans un seul groupe. Donc, les idées qui vont circuler, les informations qui vont passer, seront les informations récurrentes au sein d'un groupe. Il n'aura pas accès à plusieurs types d'informations, plusieurs sources qui arrivent de tous les côtés et qui peuvent donner la possibilité de créer quelque chose de nouveau, par exemple, une nouvelle idée qui vient du fait qu'on a collecté de l'information d'un côté et de l'autre, ou une nouvelle opportunité entre les deux. Donc, justement, lui, il exploite ce qu'on appelle des trous structurants. C'est difficile en français, normalement, c'est structural hole en anglais. Des manques de connexion entre plusieurs groupes. Et celui-ci est, pour revenir sur la vie de l'entreprise, par exemple, un agent commercial peut avoir cette position. Ou bien, si on l'avait mis dans le réseau numéro 1, pas trop grave. J'entends pas. Vous m'entendez pas? Continue, Stéphano. C'est bon. D'accord, OK. Si on l'avait mis au sein du réseau numéro 1, on pourrait dire, bon, lui, c'est pas trop grave s'il n'est pas connecté avec tous les autres dans son groupe, mais il est probablement la personne qu'on veut qu'il soit en dehors du bureau, qu'il ne soit pas tout le temps devant son ordinateur, mais plutôt qu'il soit à déjeuner avec un client. Ça peut être un commercial ou avec un partenaire clé. Ça peut être un responsable relations entreprise pour une université, etc. Cette personne-là a un rôle tellement central qu'on ne va pas vouloir qu'il parte de notre entreprise. Et on verra pourquoi après. Revenons sur les entreprises. Pour les individus, on a compris, le réseau est capital. Et pour les entreprises, alors, je vous ai mis là un modèle que tout le monde connaîtra probablement, c'est le modèle de 5+1 en force de porteur, qui est un modèle de stratégie. Bien sûr, c'est un modèle de stratégie, sauf que c'est un modèle surtout de stratégie de réseautage. Si vous regardez bien ce qu'il y a écrit dans les cases, et si on regarde sous l'angle réseau, à quoi ça ressemble, il y a des nouveaux entrants, il y a des fournisseurs, il y a des clients, il y a l'État, il y a des concurrents. C'est des relations. Le centre, le cœur de ce modèle, comme de plusieurs modèles en stratégie, c'est la relation. Même si on avait parlé effectivement de plusieurs choses, mais la relation avec les différentes parties prenantes à l'extérieur de l'entreprise, ça peut être même des actionnaires, ceux qui veulent lancer un nouveau produit sur notre marché, qui nous menacent effectivement, nos acheteurs, nos clients qui ont un pouvoir de négociation et avec lesquels effectivement on doit s'entendre sur le long terme. La négociation, ça ne sera pas la même avec un nouveau client ou un client qu'on détient depuis 30 ans. Je sais que ça vaut la peine de le garder. Et de l'autre côté, comme quelqu'un disait dans un webinaire avant, M. Obadia, ça va peut-être nuire même à la négociation parce que ça deviendra un petit peu moins efficace, mais tout à fait, ça deviendra quelque chose de récurrent qu'on a l'habitude de faire, on a l'habitude de s'adapter, de fonctionner ensemble. Donc, on ne cherche même plus tellement en dehors. Donc, à ce point, il vaut bien la peine de se demander si l'entreprise, les individus peuvent survivre sans réseau, sur une île déserte, voilà. Est-ce que l'entreprise peut survivre sans réseau? Regardons un petit peu une définition d'entreprise multinationale qui est plutôt reconnue en management international. Qu'est-ce que c'est l'entreprise multinationale? C'est un réseau dans les réseaux. Vous voyez, là, c'est un long texte, mais je vous fais l'extrait de la définition. C'est un réseau dans le réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a d'un côté le réseau externe de l'entreprise, celui qu'on a vu avec les forces de porteurs, mais plusieurs modèles montrent, les clients, les fournisseurs et tout ça. Mais il y a aussi un réseau au sein de l'entreprise elle-même. L'entreprise elle-même
qu'est-ce qu'elle a au sein de sa structure? Elle a des équipes, elle a des unités business, elle a des filiales. Et donc, elle doit faire en sorte que toutes ces unités travaillent ensemble, ou même des services, et ça peut être le service achat, vente, logistique, voilà. S'ils ne fonctionnent pas ensemble, s'il y a un loupé dans la communication, est-ce qu'on arrivera à livrer le produit à temps? Est-ce qu'on arrivera à savoir qui sont les clients de notre filiale qu'on ne connaît pas parce que la filiale est à l'étranger dans un pays où on n'est jamais allé depuis la filiale française? Donc, il faut bien sûr gérer le réseau externe de l'entreprise, mais l'entreprise elle-même, par définition, c'est une entité cumulative qui met ensemble plusieurs individus afin de les faire fonctionner ensemble pour créer des profits, des bénéfices, quelque chose de nouveau pour la société. Donc là, c'est juste la représentation de ça. Qu'est-ce que c'est un réseau d'un réseau? Le triangle bleu, c'est l'entreprise avec son siège et, par exemple, ses filiales à l'étranger. Et dans la zone jaune, il y a les relations de chaque entité. Donc, par exemple, le siège peut avoir des clients, des fournisseurs avec lesquels il a des relations récurrentes. Petit point, vous voyez bien, le siège ne connaît pas, par exemple, les clients de la filiale B, mais même de la filiale A aussi, la filiale C. Bon, les deux partagent un peu les clients et les fournisseurs, mais le siège doit faire confiance à ces entités internes et doit avoir une bonne relation avec ces acteurs en interne pour savoir qu'est-ce qui se passe en externe à l'étranger, par exemple, ou en externe dans un contexte bien précis. Donc, est-ce que l'entreprise, effectivement, peut survivre sans relation? Non. Comme on disait, effectivement, tout ce qui se passe dans les réseaux. Et on a vu que le capital social, c'était le multiplicateur. Imaginez que vous avez un chiffre très élevé et vous le multipliez par 0 client, par exemple, il n'y a aucun business. Donc, l'entreprise a besoin de réseaux et doit gérer deux types de réseaux et faire bien gaffe à qu'ils fonctionnent en ligne l'un avec l'autre, le réseau interne et le réseau externe. Comment ça se passe tout ça dans le management international? Quand une entreprise doit s'internationaliser, qu'est-ce qu'elle doit faire? Quels sont ses challenges côté réseau? Donc, tout d'abord, il faut revenir sur le fait que l'entreprise a un désavantage face aux acteurs étrangers. Elle arrive là, elle n'est pas connectée à d'autres acteurs, elle arrive à l'étranger, elle débarque, ça peut être en Italie, aux États-Unis, en Chine. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque les contacts, donc le réseau n'est pas encore là. Il lui manque la connaissance des propriétés opérationnelles, les modes de fonctionner. La culture, par exemple, ça fait partie des propriétés opérationnelles dans la vision réseau de l'entreprise. On sait tous qu'est-ce que la culture est importante. Et elle ne sait pas comment les structures sont faites à l'étranger. Est-ce que si on implante une structure très hiérarchique dans un pays dans lequel, on a plutôt l'habitude d'avoir des structures plutôt, effectivement, un réseau moins centralisé, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'en embauchant du personnel local, ça va fonctionner? Mais surtout, le vrai problème de l'entreprise, c'est que quand elle rentre dans un nouveau pays, elle n'a pas ce réseau. Donc, elle souffre de ce qu'on appelle en anglais la liability of outsidership, le désavantage de l'outsider. Outsider, ça sonne un peu mal en français, mais en fait, c'est juste celui qui n'est pas insider du réseau, qui n'est pas inscrit dans le réseau, qui n'est pas enraciné dans le réseau local. Donc, l'entreprise, pour s'enraciner dans ce réseau local, elle doit prendre du temps, elle doit collecter de l'information. Souvent, elle aura de loupé parce qu'elle ne connaît pas les modes de fonctionner. Peut-être elle ne sait même pas quel est le bon moment de déclarer ses impôts. Souvent, c'est des problématiques très, très concrètes. Cela amène à une grosse différence. Les acteurs locaux ont un fort avantage sur l'entreprise étrangère qui, si elle ne le connaît pas rapidement, elle arrivera difficilement à continuer son business à l'international. Ces challenges sont généraux, donc l'entreprise est toujours un peu un insider, mais il y a des différences selon le mode d'entrée dans un pays, que ce soit l'export, direct ou indirect, des solutions contractuelles, du licensing, du franchising, ou l'investissement direct à l'étranger. Donc, ces trois types de solutions proposent des challenges différents. On va commencer par l'export. Ça, c'est exactement l'image que je vous ai montrée au début. Il y a l'entreprise qui a déjà des contacts, ça peut être, imaginons, des clients. C'est très bien, il y a une relation directe avec les clients. Par contre, il faut savoir une chose. L'entreprise qu'on a labellisée A, je mets toujours des individus parce que ça passe par les individus. Et donc, on va revenir, si vous voulez, après sur cet élément. L'entreprise, elle est, comment dire, marquée par sa provenance. Donc, pour un Italien, c'est une entreprise française.
Donc, un outsider, il vient de l'étranger. C'est vrai, on passe des contacts, des informations, des opportunités, mais avec du calme. Parce que c'est quand même quelqu'un qui n'était pas dans le système avant. C'est bien d'avoir le contact direct, mais si déjà on veut développer une nouvelle relation, est-ce qu'on a plus de facilité en France, par exemple, à développer des relations avec des entreprises françaises plutôt qu'avec des entreprises qui viennent de l'autre bout du monde? Tout simplement, peut-être pour la langue. Voilà, ça peut être une première barrière. C'est une relation directe, donc il n'y a pas de challenge en interne pour l'entreprise, mais c'est une relation qui effectivement demande de coûts en termes de temps, en termes d'efforts pour arriver à bien se connecter avec les acteurs locaux. Là, imaginons un cas de figure différent. Dans ce cas de figure, la relation est médiée par un acteur intermédiaire. Donc, l'entreprise n'a pas une relation directe avec les individus ou les entreprises ou les entités, les organisations, les acteurs locaux, mais il y a la médiation de quelqu'un qui peut être, par exemple, un agent local, un intermédiaire. Voilà, ça peut être une entreprise, tout ça. Comment se structure le réseau dans ce cas? Dans ce cas, l'entreprise n'a pas le contact direct avec, par exemple, le client final ou le fournisseur ou l'acteur institutionnel. Elle s'appuie totalement sur cet agent, sur cet intermédiaire qui joue un rôle clé et qui est, entre guillemets, responsable du succès ou de l'insuccès de l'entreprise. Comment cet intermédiaire il est aperçu par l'entreprise cliente, par exemple, dans le pays de destination, par l'entreprise locale, ça dépend. Si c'est, par exemple, un agent commercial implanté sur le territoire, ça sera perçu comme un agent italien. Bon, c'est un insider, c'est bon, ça va passer. Mais bon, si on s'appuie sur un distributeur général qui vient de France et qui vend ses produits en Italie, là, ça sera toujours une entreprise française. Donc, ça restera un petit peu ce petit désavantage. Mais le vrai challenge dans ce cas, ce n'est pas tant en externe, parce que quand même, on a délégué à cet intermédiaire la possibilité d'avoir un succès ou pas dans les marchés étrangers. On compte sur lui, on le paye pour ça. Mais bon, il n'y a pas de contact entre notre entreprise et l'entreprise d'un pays étranger. Et ce que cet intermédiaire va faire, ce ne sera surtout pas de nous fournir le contact. Pour quelle raison? Il est payé pour ça. Non, il est payé pour développer le business. C'est une autre chose. Un agent commercial a un carnet d'adresses et il l'utilise. C'est son carnet d'adresses avant tout. Donc, il sait que s'il donne ses contacts, eh ben, dès que le business deviendra très important pour l'entreprise, qu'est-ce qui va se passer? On a tendance à mettre des internes sur l'affaire. Et donc, lui, il sera viré. Et ça sera difficile. Donc, lui, il va protéger ses contacts et il va filtrer l'information. Il va nous dire qu'il y a des opportunités, mais parfois, s'il travaille pour d'autres concurrents, par exemple, comme ça peut être le cas d'un intermédiaire qui vend notre vin français, par exemple, au fromage, n'importe quoi, ça peut être tout type de produit, lui, il va travailler pour nous et pour un autre client, et peut-être un autre encore. Qui sait qu'il ne travaille pas pour un concurrent étranger ou même français, et qu'il fasse le tri des opportunités en disant à l'un quelque chose et à l'autre quelque chose d'autre. Donc, voilà, c'est son intérêt, c'est son travail, mais pour l'entreprise, pour notre entreprise française, ça nous amène à des dilemmes de type principal agent. Donc, comment on arrive à faire en sorte que l'agent s'en sort bien? Cela, dans le lexique réseau, ça s'appelle network between, c'est-à-dire qu'entre deux acteurs, il y en a un qui filtre et qui a cette position centrale sans lequel il n'y a pas de contact en soi. Oui, encore un petit point. C'est pour ça que je mets des individus. Imaginez que l'individu labellisé avec C, ce ne soit pas un intermédiaire, mais que ce soit notre meilleur commercial qui a développé le marché dans le pays cible. Et qu'il reçoit une offre d'une entreprise concurrente française. Il va partir parce qu'il a reçu une très bonne offre et nous, on n'a pas arrivé à relancer. Est-ce que notre business dans le pays cible va bien fonctionner jusqu'au moment que le commercial est là? Oui, mais après. Après, oui, il y a des clauses. Dans le contrat, bien sûr, il ne peut pas amener nos clients chez quelqu'un d'autre. Mais est-ce que c'est nos clients ou c'est ses contacts? Voilà, même en interne, ce challenge reste quand même d'actualité. Donc, des individus clés, il faut bien les garder, il faut bien les conserver au sein de la structure. Ah oui, je vous ai mis une phrase. Le président du UCAB m'avait dit lors d'une interview une fois, notre force plus importante en tant qu'agent commercial, c'est le réseau.
Et nous, on est vraiment des entrepreneurs du réseau parce qu'on vend ce service et on ne donne jamais notre réseau. Notre réseau, c'est notre réseau. Et après, c'est vous qui faites le chiffre d'affaires. Mais le réseau, c'est vous l'empruntez chez nous, entre guillemets. Autre cas de figure, l'entreprise décide de rentrer d'une façon différente à l'étranger avec un contrat, une solution contractuelle, comme on l'appelle. Qu'est-ce que c'est une solution contractuelle? Rien de très différent dans le franchising, par exemple, du licensing, etc. On externalise le risque, entre guillemets, en donnant une licence de fabrication, de vente, voilà, à quelqu'un. C'est le cas du McDo, par exemple, du Subway en France. Ce n'est pas l'entreprise américaine qui est présente en France, c'est plutôt des entrepreneurs français qui montent un McDo dans le coin avec des locaux qui reçoivent un financement, du training, des procédures qu'ils doivent respecter et qu'ils vendent ici. Ben, imaginez qu'on veut adopter une solution contractuelle. Donc, comment ça va se configurer la structure relationnelle? Donc, l'entreprise aura une relation avec qui? Avec la contrepart contractuelle, le franchisee, par exemple. Et ce franchisee, avec le franchisor, a une bonne communication en termes d'information, contact, opportunité. L'avantage d'un franchising et d'un licensing, normalement, c'est que l'entreprise avec laquelle on a ce contrat travaille exclusivement avec nous. Ce n'est pas que McDo vend aussi des produits Burger King. Donc, mieux de l'agent commercial de ce côté. Mais c'est une émanation, entre guillemets, pâle, et c'est pour ça que je l'ai mis en bleu un petit peu moins foncé sur l'image. C'est une émanation pâle de notre entreprise. Donc, B, ce client étranger, ces fournisseurs étrangers, cet acteur local, qu'est-ce qu'il va dire? Ben, c'est l'entreprise qui est là. Nous, on pense à McDo comme une entreprise américaine. On ne pense pas à l'entrepreneur français qui est là, en train de, comme franchisee, qui a monté dans ses locaux quelque chose en achetant l'endroit, en mettant 400 000 euros de ses poches pour monter le McDo, etc. On ne pense pas qu'on est en train de financer l'économie locale. On pense qu'on est en train de financer l'économie américaine. Donc, cet intermédiaire, entre guillemets, comme on pourrait l'appeler, ben, voilà, c'est cette franchisee, licensee selon le cas, est perçue comme l'entreprise, comme une émanation de l'entreprise. Elle fait face à cet désavantage de l'outsider. Par exemple, est-ce qu'on veut manger la bonne bouffe française ou est-ce qu'on veut la mauvaise bouffe américaine? On compare toujours. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de contact entre le client final, ou disons l'acteur local et l'acteur dans le pays de départ. Mais bon, justement, comme c'est travail pour nous en exclusivité, on y a facilement accès. On peut y arriver. Il peut y avoir des problèmes principaux agents, oui, mais normalement, ils dépendent de nous. Donc, c'est un petit peu plus facile de discipliner cette relation. Autre cas de figure, c'est les investissements à l'étranger. Sur l'investissement à l'étranger, on sait qu'il y a plusieurs variables. Nous, on va en voir 3. On va voir en premier la création d'une filiale Greenfield, d'une filiale nouvelle, bâtie à partir de zéro à l'étranger. C'est ce cas-là. Donc, l'entreprise établit sa filiale dans le pays cible et la filiale va se relationner avec les acteurs locaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que bien, la filiale, tout d'abord, elle dépend d'une façon encore plus forte qu'un franchisee, par exemple, parce qu'il n'y a pas qu'un contrat, mais c'est justement une émanation de l'entreprise elle-même. Donc, il y a une plus forte dépendance. Elle est responsable du développement dans ce marché. Je l'ai labellisé A1 et A2 parce que justement, ils sont perçus de la même façon comme des entités étrangères, même si une est implantée avec un statut dans le pays cible. Hein. Donc, parce que quand vous voyez en France une filiale, une entreprise étrangère, et là, elle est une entité juridique en France, qui déclare ses impôts en France et qui les paye en France. Donc, c'est bien. Hein. Mais entre les deux acteurs, bah, c'est toujours un étranger là. Cette filiale locale est toujours une filiale étrangère. Par contre, c'est une filiale étrangère qui, par exemple, embauche de la main-d'œuvre locale, qui paye, comme on sait, des impôts dans le pays cible. Et donc, c'est un petit peu mieux l'accueil qu'on va lui faire. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive, qui vend ses produits et qui repart avec l'argent, mais c'est plutôt quelqu'un qui vient, qui crée de la richesse sur le territoire, qui crée de l'emploi. Et donc, les acteurs vont s'intéresser à ça, même à niveau territorial. Donc, on va avoir des relations plus faciles avec les acteurs institutionnels qui diront « Ah oui, il y a une multinationale qui s'implante chez nous, on ouvre grand la porte.
Parce que ce sera des investissements sur un territoire, ça va multiplier nos fournisseurs, notre économie locale, ça va embaucher des gens, voilà. Il y a même des pays qui introduisent des clauses de contenu local, comme la Chine, ils sont très forts sur ça. Ces clauses de contenu local obligent l'entreprise à embaucher des gens en local, d'acheter local quand possible et pas de tout ramener depuis l'étranger. Donc, ça modère un petit peu ce désavantage de l'outsider parce qu'il y a des acteurs qui nous ouvrent les portes tout de suite et d'autres qui les ferment, les concurrents par exemple. Dès qu'ils voient qu'il y a une filiale, ils ferment forte. Donc voilà. Entre l'entreprise dans son ensemble et le client final ou l'acteur local, le contact est direct. Mais là aussi, la filiale, la relation siège-filiale, est-ce qu'on est sûr que ça se passe bien? Si ça se passe bien, c'est bien. Si ça se passe mal, on ne saura jamais qui sont nos clients là-bas. Oui, bon, on saura, on peut fouiller dans les dossiers, mais on n'aura pas, la relation ne sera pas donnée, sera plutôt estorquée. Donc, ça ne peut pas être la même chose. Autre cas de figure, c'est l'investissement brownfield. Brownfield, c'est quand l'entreprise décide, en fait, pas seulement de créer ex novo une filiale à l'étranger, mais de racheter, par exemple, une entreprise locale, de fusionner avec une entreprise locale. Alors, la situation initiale, c'était ça. L'entreprise locale existait déjà, avait déjà les clients, des fournisseurs, ça marchait déjà. Les relations étaient établies. Et donc, tout était déjà prêt. Dès que cette entité juridique est rachetée, on continue à percevoir cette entité comme une entité locale, bien que contrôlée par un acteur étranger. Parfois, on ne le sait même pas. Donc, l'entreprise, dans le cas de figure italienne, qui achète depuis l'autre entreprise italienne qui est déjà en place, pour elle, ça reste une entreprise italienne, même si les capitaux sont français, par exemple, ou chinois, ou étrangers. Voilà. Pour elle, c'est la même chose. Et ça circule des informations, des contacts, des opportunités. J'avais fait une étude avec Crédit Agricole qui s'était implanté justement en Italie et qui vient bien exemplifier ça. Crédit Agricole est rentré sur le marché italien en rachetant des petites banques. Une d'entre elles s'appelait Cariparma. C'était la banque de Parme, le crédit de Parme. Et pourquoi ils ont racheté cette banque? Ils ne pouvaient pas rentrer avec leur fort logo. C'est quand même un des plus grands acteurs dans le monde de la banque à niveau européen, Crédit Agricole. Ils ne pouvaient pas rentrer avec leur logo et établir Crédit Agricole Italie. Non, ce n'était pas la même chose. Et justement, quand on a passé nos interviews chez eux, ils nous ont dit, nous, on ne veut pas seulement rentrer dans le pays, nous, on veut rentrer dans les relations dans le pays tout d'abord. Et on aura racheté des clients. On aura racheté des relations existantes. C'est ça qui nous intéresse. Parce que comme ça, on va s'insérer plus facilement. Et justement, vous ne voyez pas le logo. Là, j'ai galéré quand même à trouver Crédit Agricole sous le logo Cariparma parce que souvent, il n'y a que Cariparma. On ne voit même pas à qui ça appartient. C'est bien effacé. On ne met pas le CA qu'on a l'habitude de voir si on se balade dans les routes de Paris. Donc, même le logo local est important parce que ça laisse cette perception d'acteur local. À niveau un petit peu plus développé, justement, cette filiale qui vient d'être rachetée, c'est un acteur local qui donc est déjà bien intégré dans les réseaux. C'est une stratégie qu'on appelle local passport. On s'achète un passeport local en achetant une entreprise. Est-ce qu'il y a un manque de contact entre A et B si on prend l'ensemble? Non. Si on prend l'ensemble, non. Si on prend l'entreprise dans son ensemble en 1 et à 2. Après, il y a tous les challenges liés à l'intégration de cette entité étrangère qu'on vient de racheter et qui probablement portent en soi du personnel existant qui avait des habitudes en termes de, banalement, de comité d'entreprise, en termes de salaire, en termes de conditions, en termes de leadership qui étaient différentes. Comment on fait pour les intégrer? On a besoin de bien les intégrer parce que sinon, ça ne va pas matcher. Et on n'arrivera pas à garder cette filiale comme on le voulait, mais ils vont toujours regretter leur statut indépendant d'avant. Donc, c'est le gros challenge de l'intégration des filiales étrangères. Enfin, il y a aussi la dernière, et c'est le dernier cas de figure, après, je ne déborde pas plus que ça, la joint venture, par exemple. Il y en aurait d'autres un petit peu plus spécifiques, mais on va rester sur des cas plutôt classiques. Joint venture, c'est qu'avec un acteur local, notre entreprise crée avec un acteur local une nouvelle entité qui est possédée par les deux. Bon, après, le quota d'actionnariat, ça peut être 50-50, ça peut être 51-49, voilà, et qui crée une entité locale avec un partenaire local. Ça nous ouvre des portes, mais il y a toujours des choses auxquelles il faut faire gaffe du côté du réseau.
Donc, on a deux entreprises, ils travaillent ensemble pour créer une nouvelle entité. Entre eux, il doit circuler des informations, des contacts et des opportunités. Ça, c'est plutôt sûr. Cette nouvelle entité est une entité locale, dans le pays étranger, qui est perçue comme locale par l'acteur déjà sur le terrain. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une modération de ce désavantage de l'outsider, tout en sachant que c'est une nouvelle entité, donc il doit créer ses liens avec la clientèle, les fournisseurs et tout ça. Entre les deux, il n'y a pas d'intermédiaire, mais en fait, le jeu se passe là, entre A et D, entre l'entreprise, notre entreprise, et l'entreprise locale avec laquelle on a fait une joint venture. Une joint venture, c'est toujours assimilé un peu à un mariage et qui peut bien fonctionner ou pas. Pourquoi? Parce que là, on va passer des informations. Mais qui est cette entreprise avec laquelle on fait cette joint venture? Qui est notre allié? Est-ce que ça serait un concurrent sur le marché étranger si on n'y était pas allé avec? Et si c'est un concurrent sur le marché étranger, nous, on est rentré bien sur le marché italien avec ça, mais est-ce que ce concurrent, il ne vendrait pas ses produits sur notre marché à nous, en France par exemple, ou dans d'autres marchés dans lesquels on est présent? Est-ce que ce concurrent, il ne pourrait pas apprendre notre savoir-faire si on a implanté ensemble une usine quelque part pour produire des modèles qui sont tout à fait similaires aux nôtres, avec une technologie qui est tout à fait similaire à la nôtre. Donc, on peut imiter les autres, ça c'est l'avantage, mais de l'autre côté, on se fait imiter. Donc, ça peut marcher jusqu'à un certain moment. Après, tout ça, sans parler de tous les problèmes qui peuvent y avoir en termes d'entente sur qui on va mettre dans un poste clé à la tête de cette nouvelle entité, qui on va embaucher, chaque fois il y aura des débats, est-ce qu'on va plutôt distribuer les dividendes ou les réinvestir? Voilà, ça c'est quand même, les deux entreprises sont actionnaires d'une autre entreprise et chaque entreprise a des actionnaires à son tour. Donc, il y a toute une pression qui devient de plus en plus longue en termes de relations. Donc là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. En conclusion, ce qu'on a vu aujourd'hui. Tout d'abord, les entreprises peuvent être raffigurées comme des réseaux, dans des réseaux. Et il ne faut pas négliger le côté externe, comme il ne faut pas négliger le côté externe. Le côté externe, bien sûr, il est un peu caractérisé par cette désavantage de l'outsider. Donc, il faut bien faire en sorte de s'intégrer sur le réseau local, s'enraciner pour y arriver. Mais de l'autre côté, en interne, est-ce qu'on va créer plus de problèmes ou pas en développant des solutions plus articulées qui nous permettent de franchir cette barrière, de rentrer sur le marché local plus facilement, mais bon, en créant des coûts en termes de communication, d'information, de manque de contact au sein de notre entreprise. Donc, selon notre pays dans lequel, le conseil un peu managérial, dans lequel votre entreprise pense s'implanter, choisissez le meilleur mode d'entrée, mais qui permet aussi de mitiger un petit peu ces coûts de transition, ces difficultés qu'on a appelées des difficultés, principal agent, c'est plutôt dans la littérature la stratégie, mais aussi qu'on appelle network between us, l'acteur entre les deux qui fait le tri des informations. Ne l'oubliez pas, le réseau interne, parce que même au sein de la même entité, une siège et une filiale ne peuvent pas s'entendre. Donc, il faut bien soigner la relation interne comme si c'était une relation externe. Souvent, on est même dans notre vie, non? On est tout à l'aise, on met le meilleur complet pour présenter quelque chose au webinaire de la fabrique d'exportation, mais est-ce que je suis comme ça ou je suis en pyjama quand je rentre chez moi, chez ma chérie? Voilà, donc est-ce qu'on ne devrait pas soigner la relation en interne aussi? Pour faire un peu un parallélisme. Et après, voilà, il faut bien balancer les deux choses. Équilibrer les deux choses, pardon. Parfois, il y a des erreurs en italien en France. L'autre conseil, les individus comptent. Un personnage clé, un responsable de relations entreprise, un commercial qui est très bon dans son travail, même un agent, même s'il est en externe, on doit les soigner. On doit faire en sorte de les garder. Parce qu'au moment où ils vont partir chez un concurrent, le concurrent va récupérer les relations. On l'a vu tous passer. C'est vrai, il y a des contrats qui servent à mitiger ça, mais en fait, dans la réalité, les relations passent par des individus qui sont concrètement aperçus, qui se serrent la pince quand ils signent un contrat. Et donc, si cet individu clé part, avec lui, il part une partie de notre business. Donc, il vaut mieux chercher de les garder et de bien les soigner. Au sein de l'entreprise aussi, il faut bien choisir des individus à recruter avec des fortes capacités de réseautage pour des positions clés. Par exemple, quelqu'un avec lequel on s'entend bien pourrait être le chef de notre filiale à l'étranger.
pas sûrement quelqu'un qui est très bon techniquement, mais avec lequel déjà on sait qu'on va mal s'entendre. Ou bien, quand on choisit un commercial, vous voyez, les capacités de réseautage, c'est immédiat. On comprend tout de suite à quoi ça sert. Donc, les capacités de réseautage en termes de recrutement pour l'entreprise, pour les nouveaux entrants, pour savoir que ces contacts-clés, on les choisit, qui sont bons en réseau, et on les fait partir pas. Voilà. Les opportunités peuvent être développées aussi grâce au fait que vous êtes intermédiaire. Parce que nous, on a pris la position de l'entreprise française qui veut partir dans le pays étranger. Mais si vous êtes l'intermédiaire, vous ne donnez pas vos contacts, bien sûr. Si vous jouez le rôle de l'individu en vert dans le slide, je ne compte plus exactement quel stade c'était, là aussi, votre avantage, c'est le réseau. Vous n'avez pas votre business, mais en fait, votre business, c'est la relation. Donc là aussi, si vous êtes un intermédiaire, un distributeur, un agent commercial, votre réseau, vous le savez déjà. Il ne faut pas le laisser partir. Et après, adaptez aussi votre stratégie de réseautage au contexte local. Cherchez à vous approprier des propriétés opérationnelles, comment ça marche en local, comment on peut vraiment faire fonctionner ça. Cherchez à bien structurer votre réseau et ne restez pas sur une définition réseau qui était celle qu'on avait donnée à la base, donc des liens entre des individus ou des acteurs. Mais rappelez-vous aussi qu'il y a toute une structure qui se monte, qui est réglée par des propriétés opérationnelles qu'on ne doit pas négliger, surtout quand on cherche à rentrer dans des marchés étrangers. Je crois avoir un petit peu débordé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je reste ouvert pour des questions, mais là aussi, n'hésitez pas aussi à échanger entre vous. C'est une opportunité de réseautage, ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à échanger entre vous aussi sur des sujets qui vous intéressent. Merci beaucoup pour votre attention.